Tu sais, en fait, on aurait dû prendre les menottes. La sœur de Valérie a éclaté de rire, déballant une petite boîte en velours qui contenait un collier en plastique bon marché. Ça aurait été assorti avec les plaintes des ressources humaines. Les rires ont explosé à travers la table. J'étais assis là souriant, comme si j'étais taillé dans le bois. Le couteau à la main, le coude posé à côté de mon steak intact. Chaque personne dans ce bistrot faiblement éclairé m'avait un jour appelé ami, ou du moins m'avait respecté assez pour le feindre. Maintenant, ils altèrent de rire comme si j'étais la rediffusion d'une sitcom et tout ça à cause d'elle. C'était censé être un dîner de retraite tranquille. Après 26 ans dans la logistique, on m'avait encouragé à prendre une retraite anticipée suite à des dénonciations anonymes sur une conduite non professionnelle. Pas d'enquête, pas de défense, juste une enveloppe bien garnie et un discours insipide sur une restructuration. Mais ce soir, ils ont clairement montré quelles étaient vraiment les rumeurs. Un projecteur a clignoté derrière moi, et c'est là que le vrai carnage a commencé. Des captures d'écran truquées. Au début, je ne les ai même pas reconnues, car aucune n'était réelle. Quelqu'un avait falsifié de vieux journaux de Slack, y ajoutant des remarques grossières et des flirts qui n'étaient beaux jamais venus de moi. Une image pixelisée de moi, avachie avec ma cravate défaite superposée d'une légende, discutons de ton paquet autour d'un verre. Cette photo avait été prise lors d'un repas partagé quand j'avais renversé du Coca-Cola Light sur mes genoux. Puis sont venus les faux textos brouillons mal formatés prétendument entre moi et une collègue. C'était ridicule, sauf que personne ne riait avec moi, seulement de moi. Chuck, mon directeur, s'était excusé vers la 3e diapositive. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est simplement essuyé la bouche avec une serviette et est parti. Valérie s'est penchée, empestant le parfum bon marché et le chardonnay et a murmuré. « Détends-toi, Thomas. C'est juste une blague. Ils savent que ce n'est pas vrai. » La salle ne semblait pas du même avis. La salle avait déjà pris sa décision. Ma fourchette a teinté contre l'assiette. Ce son est encore logé quelque part derrière mes yeux. Ça et la chaleur qui montait lentement sous mon col alors que les murs semblaient également s'incliner. Quelqu'un m'a tendu un sac cadeau. À l'intérieur, il y avait un caleçon humoristique avec la phrase « Prends aussi ta retraite des femmes » imprimée sur l'élastique. Mes oreilles brûlaient. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de respirer comme un mari. As-tu déjà senti ton âme cligner des yeux, comme si ton fort intérieur prenait du recul et laissait ton corps se débrouiller seul? Je n'ai pas dit un mot, ni quand les cartes des desserts sont arrivées, ni quand le serveur a demandé si je voulais emporter le reste du gâteau. Je me suis simplement levé, j'ai plié ma serviette et je suis sorti. J'ai laissé mon manteau, mon portefeuille, même mon téléphone. Ce fut la nuit où tout est mort, sauf la partie de moi qui a appris à attendre. Et, si vous lisez encore, pensez à vous abonner. Apparemment, 97% des gens l'oublient aussi. Ça aide l'équipe à continuer de dénicher des histoires comme celle-ci. Dehors, l'air était tranchant. Pas froid, juste acéré. J'ai commencé à marcher, non pas parce que j'avais une destination, mais parce que rester sur place signifiait que je deviendrais quelque chose de permanent dans cette pièce. La blague la chute, tu te souviens de ce type? Pas question. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je ne suis pas retourné au travail. Je n'ai appelé personne. Mon nom n'existait plus. Et le temps que Valérie réalise enfin que je ne dormais pas sur le canapé d'un ami ou que je ne broyais pas du noir dans un bar, j'étais déjà parti. Le lendemain matin, Valérie m'a envoyé un message insipide, un emoji cœur. Comme si le grotesque petit cirque de la veille n'avait pas eu lieu. Comme si ce n'était Rochepass et sœurs ricanantes qui avaient tout rempli la présentation PowerPoint de Photoshop et de Venin et elle qui avait donné le feu vert. Pas d'excuses, pas d'explication, juste un stupide cœur rouge comme si cela pouvait reconnecter une moelle épinière sectionnée. J'ai regardé le message une seule fois avant de poser le téléphone face contre table sur la table de chevet du motel. J'étais là depuis 2 heures du matin. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé, je n'ai pas bu. Je me suis simplement assis sur le bord du lit, fixant la cafetière qui clignotait comme un moniteur cardiaque. Je n'avais jamais compris à quel point la vengeance commence silencieusement. Pas avec fureur, mais avec le silence. Une immobilité lourde et délibérée. À 9 heures du matin, mon téléphone était éteint et glissé sous le distributeur automatique dans le couloir du motel. À 10 heures, j'étais dans une coopérative de crédit stérile fermant notre compte joint. Je n'ai même pas tout pris. J'ai laissé 248 $, le montant exact que Valérie avait dépensé pour un voyage entre filles à Miami le printemps dernier. J'ai gardé le reste. Mon cadeau d'adieu. La boîte de dépôt de sécurité vidée, le box de stockage nettoyé. Chaque facture en prélèvement automatique a été annulée. Mon nom retiré de l'hypothèque. Je lui ai cédé la maison.
J'ai glissé les formulaires notariés dans une enveloppe prioritaire et je les déposés dans une boîte aux lettres de l'USPS devant une station-service. Pas de lettres, pas de post-it, juste la froide légalité d'un homme divorçant silencieusement de son identité. J'ai acheté un téléphone prépayé en espèces, un sac à dos, 2 tenues de rechange et la montre noire que mon père m'a laissée. C'est tout. J'ai disparu si silencieusement que même moi ça m'a fait peur. Pas par honte, mais par précision. La famille de Valérie a supposé que je boudais dans un hôtel quelque part soignant un égo meurtri, peut-être en regardant de mauvaises émissions de télévision de jour, en mangeant de la nourriture à emporter directement du carton, en imaginant un grand retour émotionnel où je leur crierais dessus dans une pièce bondée avant de partir en claquant la porte. Mais voyez-vous, ce genre de performance aurait signifié que ça m'importait encore. Ce n'était pas le cas, je calculais. En vérité, je n'avais aucune intention de revenir. Pas en tant que l'homme qu'il reconnaissait. Je ne quittais pas seulement une maison, un mariage ou un travail. J'effaçais une version de moi-même qui leur donnait accès, une version qui pensait que la loyauté signifiait avaler le manque de respect. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter l'État a été de changer de nom, légalement. Prénom, Thomas. Nom de famille, Alden, le nom de jeune fille de ma mère. À peine rappelé lors des funérailles familiales. C'était comme porter la peau de quelqu'un d'autre, et j'aimais la façon dont ça me démangeait. J'ai réservé un billet de Greyhound longue distance sous mon nouveau nom. Je me suis assis dans le coin, arrière capuche, relevé, écouteurs, aux oreilles, volume coupé. Juste le rythme des pneus et le bruissement des étrangers évitant le contact visuel. Ce qui a suivi n'a pas été glamour. J'ai vécu dans 2 motels, une cave et une cabane à outils aménagées sans plomberie. J'ai nettoyé des toilettes, lavé des voitures, travaillé au noir, transportant des caisses pour un entrepôt de fruits de mer à 3 heures du matin. Et j'ai fait tout ça en écoutant vraiment des gens qui n'avaient jamais été invités à des dîners d'humiliation avec PowerPoint. Ils m'ont appris plus que n'importe quel directeur. Pendant ce temps, Valérie continuait d'appeler. Les appels arrivèrent sur le téléphone que j'avais laissé sous le distributeur. Il a dû sonner pendant des semaines avant que la batterie ne meure. Je l'imaginais fixant son écran à minuit, envoyant des textos en colère. « Pourquoi fais-tu ça ?» Entre 2 gorgées de rosée, trop fière pour admettre qu'elle ne savait pas qui elle était sans quelqu'un à insulter. Finalement, j'ai eu des nouvelles d'un vieil ami, l'un des rares qui ne s'était pas moqué de la présentation. Il m'a envoyé un message d'un nouveau numéro avec une seule ligne. « Ils disent que tu es mort. Bien, laisse-les dire. » Au début, Valérie a fait ce que Valérie faisait toujours, dévier, rire, rouler des yeux et rejeter ses cheveux en arrière, comme si le monde n'était qu'une longue sitcom et qu'elle était la plus maligne avec les meilleures répliques. « Oh, il est probablement en train de bouder quelque part, » a-t-elle dit à son groupe de pilates. « Vous savez comment est Thomas sensible comme un vieux chat. Il reviendra en rampant quand il n'aura plus de burritos à réchauffer. » Ses sœurs ricanaient avec elle, surtout Meghan, celle qui avait l'haleine de vin et aucune conscience. Elles ont même publié un mème à ce sujet sur Facebook. Une photo retouchée d'une brique de lait avec mon visage dessus. Avez-vous vu cet homme ? Dernière apparition perdant son sens de l'humour. Hilarant. Mais à la 3e semaine, quelque chose a changé. Subtil au début. Valérie a appelé mon ancien travail sous prétexte de prendre des nouvelles, mais les RH se sont tus dès qu'elle a dit son nom. Nous ne pouvons pas discuter des détails du départ de M. Fairchild, a dit le représentant. Froid formel. Je suis sa femme, a répondu Valérie riant, comme si cela avait encore du poids. Madame, cette conversation est enregistrée. Clic. Elle a rappelé le lendemain. On l'a transférée au service juridique. C'est là que le mot l'a frappé comme une brique à travers un pare-brise. Diffamation. Il s'est avéré que mon entreprise avait discrètement commencé à examiner tout le désordre de ce dîner de retraite. Pas à cause de moi j'étais parti, mais parce que Chuck, mon directeur, avait transféré un email interne avec des captures d'écran des diapositives de la blague. Les RH ont comparé les images avec les journaux de communication officiels. Rien ne correspondait. Aucun des messages n'existait dans leur système. Pire encore, l'un des emails falsifiés contenait des métadonnées. Et ces métadonnées menaient au routeur du salon de Meghan. Soudain, le petit théâtre suffisant de Valérie n'était plus une blague. C'était un assassinat de caractère documenté, diffusé devant des employés, des superviseurs et des investisseurs. L'entreprise était assise sur une potentielle bombe de relations publiques et leurs avocats protégeaient préventivement des retombées. Valérie a appelé Meghan paniquée. « Tu avais dit que tu avais utilisé un téléphone prépayé. » « C'est ce que j'ai fait. »« Alors comment diable ont-ils pu remonter jusqu'à toi ?»« J'ai utilisé le Wi-Fi de mes voisins, » a crié Meghan. « Ça a dû rebondir ou quelque chose comme ça. »
Bon sang, a marmonné Valérie. Puis elle a fait ce que les lâches font toujours. Elle a essayé de recadrer le récit. Elle a prétendu que j'avais accepté la blague, que j'avais même aidé à la planifier, mais que je m'étais retiré à la dernière minute et que j'avais piqué une crise quand j'ai réalisé que ça ne prenait pas. Elle a fait circuler cette version à quiconque voulait bien l'écouter. Ses amis, sa mère, les voisins, le type qui promenait ses chiens. Mais les fissures commençaient à apparaître parce que maintenant, les gens demandaient où j'étais. Si tout n'était qu'un malentendu, pourquoi n'avais-je pas demandé le chômage? Pourquoi ne touchais-je pas ma pension? Pourquoi n'avais-je pas porté plainte? Pourquoi avais-je disparu comme un fantôme? Et pire encore, pourquoi était-elle contactée par un avocat qui ne semblait pas du tout amical? Valérie a cessé de rire. Megan a cessé de répondre à son téléphone. Ses amis de la salle de sport ont remarqué qu'elle venait moins souvent portant des lunettes de soleil, surdimensionnées à l'intérieur. La rumeur disait qu'elle avait pleuré pendant le yoga chaud et avait prétendu que c'était juste des allergies. Au brunch, elle était silencieuse, picorant sa tartine d'avocat pendant que les autres chuchotaient. Le coup de grâce est venu quand elle a essayé d'accéder à notre ancien compte joint et a découvert que mon nom avait disparu de tout, sauf de l'hypothèque qui lui appartenait désormais, seule, avec toute la charge fiscale. L'assurance habitation, les services publics, le toit, qui devait être remplacé, le système septique que nous n'avions jamais réparé. Elle a appelé la banque. « Madame la propriété vous a été légalement transférée. Nous ne pouvons rien faire de plus. » Et finalement, elle a commencé à comprendre. L'homme qu'elle avait passé une décennie à saper n'avait pas seulement quitté la pièce cette nuit-là. Il s'était évaporé et avait emporté l'oxygène avec lui. Le premier détective privé qu'elle a engagé était l'un de ces types ex-flics. Coupe en brosse, veste en cuir, un nom comme Doug. Il lui a facturé 2000 $ d'avance et a promis des résultats en 7 à 10 jours ouvrables. Il est revenu avec une page imprimée de rien. Aucune activité sous mon nom, aucune trace numérique, même pas une amende de stationnement. « Êtes-vous sûr qu'il ne s'est pas suicidé ?» a demandé Doug nonchalamment, sirotant un café de station-service en face d'elle dans un dîner. Des types comme ça ont honte pris au dépourvu comme ça. Parfois, ils parlent plutôt. Vous cherchez à retrouver un corps ou un mari? Valérie a refermé le dossier d'un coup sec et est partie. Doug n'a jamais rappelé. Elle a engagé un deuxième enquêteur plus jeune, un analyste du renseignement plus vif. Il utilisait des mots comme « réseau de métadonnées » et « fantôme thermique ». Il ne s'est pas soucié des comptes bancaires ou des cartes de crédit. C'était propre. Au lieu de cela, il a récupéré des images de caméras de circulation, des manifestes de gares routières, a même essayé la reconnaissance faciale sur des bases de données gouvernementales. Encore une fois, rien. Qui que soit cet homme maintenant, lui a finalement dit le type. Il a planifié ça. Il s'est effacé, a brouillé ses pistes. La plupart des gens ne savent même pas comment disparaître. Il s'est entraîné pour ça. C'est à ce moment-là que la panique est devenue réelle. Elle a commencé à chercher par elle-même, parcourant des forums de personnes disparues, lisant des nécrologies d'hommes dans la cinquantaine, regardant des vidéos YouTube sur la recherche d'images inversées. Elle a même créé un faux profil Facebook, s'est jointe à des groupes locaux dans des états aléatoires et a commencé à publier de fausses photos de réunions d'anciens élèves, espérant que quelqu'un commenterait « Eh, n'est-ce pas, Thomas ?» Rien. Puis les hallucinations ont commencé. Megan a juré avoir vu quelqu'un qui me ressemblait sur un chantier de construction près de Flagstaff. Il portait un casque et boitait. Je n'avais jamais boité. Peut-être qu'il faisait semblant, Valérie. Je dis juste que ça lui ressemblait. 2 semaines plus tard, leur plus jeune sœur Claire a insisté pour m'avoir repéré au Colorado, assis devant un camping-car faisant griller des hamburgers dans un parking. Il avait l'air heureux, un peu zen. Zen, a craché Valérie. Tu penses que Thomas a trouvé la paix dans un parc de caravanes? C'est là que les disputes ont commencé. Les accusations chuchotées se sont transformées en hurlements. Claire a dit que Valérie était obsédée. Megan a accusé Claire de mentir pour attirer l'attention. Valérie leur a dit à toutes les deux d'aller au diable. Leur discussion de groupe qui autrefois bourdonnait de mèmes et de sarcasmes de la quarantaine est devenue silencieuse. Pourtant Valérie a continué à chercher. Elle a consulté des images satellites de villes du Midwest cherchant des visages dans les foules comme une folle dans un thriller. Elle a téléchargé des applications qui vous alertent lorsque quelqu'un de vos contacts rejoint une nouvelle plateforme. Chaque nouveau compte avec une photo de profil floue était capturé et analysé. Elle a payé pour accéder à des bases de données immobilières dans le Wyoming, le Montana, le Kansas. Rien ne correspondait. Elle a même envoyé un email à un de mes anciens collègues Jeff des opérations d'entrepôt, lui demandant s'il avait eu de mes nouvelles. Jeff n'a pas répondu, mais elle a vu l'accusé de lecture. Ça la rongeait, comme des termites dans une cloison sèche. La goutte d'eau a été lorsqu'elle a créé un faux profil Tinder. Une jeune blonde fraîchement arrivée en ville, dans une douzaine de codes postaux où je pourrais me cacher. Balayage après balayage,
un travail de détective minutieux, une mauvaise blague à la fois. Mais il n'y a eu aucune correspondance parce que je n'existais pas. Ni pour elle, ni pour personne qui la connaissait. Et chaque jour qu'elle cherchait, elle réalisait quelque chose de pire que l'humiliation d'être abandonnée. Elle était devenue insignifiante pour la seule personne qui gravitait autrefois autour de son monde. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de me chercher et a commencé à prier pour que j'apparaisse. Que j'ai besoin de quelque chose. Une signature, $1, une faveur, n'importe quoi, pour prouver que je ne l'avais pas vraiment laissé derrière moi. Mais je l'avais fait. Et j'étais déjà à mi-chemin d'une échelle dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Halden. Thomas Halden ne sonnait toujours pas comme mon nom, mais il avait l'air propre sur le papier, et c'était tout ce qui comptait. Le premier emploi que j'ai décroché sous cet alias était dans une entreprise de nettoyage de second ordre. Des boulots payés au noir, principalement des bureaux des entrepôts, des bâtiments de start-up où la peinture était à peine sèche. J'ai pris les quarts de nuit, non pas parce que je préférais le silence, bien que ce fût le cas, mais parce que personne ne prête attention au type qui passe la serpillière à 2 heures du matin. Et ça j'ai appris, c'était mon super pouvoir, l'invisibilité. Ma première mission fut une petite start-up dynamique à Pittsburgh. Espace ouvert, table de ping-pong, frigo, plein de la croix. Ils développaient une IA pour la logistique. Ironiquement, toute leur plateforme était conçue pour optimiser les opérations d'entrepôt, réduire les coûts inutiles, automatiser les itinéraires. J'en savais plus sur ce qu'ils essayèrent de faire que la moitié des geeks qui y travaillaient. Non pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que j'avais fait ce travail pendant 26 ans. Dès la 2e semaine, j'avais mémorisé leur tableau blanc. En nettoyant les portes vitrées, j'observais leurs ingénieurs se disputer sur les séquences de chargement et les chaînes d'approvisionnement. Au début, j'ai pensé à les corriger. Puis j'ai réalisé qu'il valait mieux montrer que dire. Alors j'ai commencé à laisser des notes. Des petites glissées sous les claviers griffonnés, au dos des listes de contrôle nettoyées. Avez-vous essayé un routage échelonné, basé sur les zones de livraison? Réduit de 13% le temps d'inactivité pour les livraisons urbaines. Le ratio de compression de vos colis est en conflit avec le modèle de palette. Pensez à inverser la logique. Au début, personne n'a rien dit. Puis un soir, j'ai remarqué que mes notes étaient épinglées sur leur tableau de liège. La semaine suivante, les ingénieurs ont cessé d'effacer mes gribouillis sur la liste de contrôle. Un soir, je suis resté un peu plus tard. Le PDG, un jeune maigrichon nommé Eli, 29 ans, qui n'avait probablement jamais soulevé une boîte de sa vie, est arrivé tôt et m'a surpris en train de réorganiser leur prototype de modèle d'expédition sur le tableau effaçable à sec. Je me suis figé, pensant que j'allais être renvoyé. Il a regardé le tableau puis m'a regardé. « C'est vous qui avez écrit ça ?» J'ai hoché la tête. « Vous voulez un travail ?» J'ai secoué la tête. « J'en ai déjà un, je suis le concierge. » Il a souri. « Vous gaspillez votre cerveau pour des toilettes. » Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit « Vous gaspillez vos serveurs pour de mauvais calculs. » Il a ri si fort qu'il en a renversé son café glacé. Ce fut le début. Ils m'ont engagé comme consultant, ce qui est un code pour le type dont nous ne voulons pas admettre qu'il en sait plus que nous. Je travaillais la nuit comme avant, mais maintenant, j'avais un accès, un badge, un identifiant. Je suis resté hors de la paix, gérant tout via une SARL distincte que j'ai créée discrètement. Eli et moi avons commencé à nous rencontrer 2 fois par semaine, pas dans des bureaux, mais au petit déjeuner. Il apportait des graphiques, j'apportais des corrections. Il écoutait, c'était rare, dangereux même. La 3e année, l'entreprise a eu son premier investisseur majeur. Je portais toujours des bottes de concierge aux réunions, mais je m'asseyais à la table. Ils m'ont donné des parts, officieusement, discrètement. Pas de photos, pas de mention sur LinkedIn, juste des instructions de virement et un contrat avec plus de rature qu'un dossier de la CIA. La 5e année, j'ai acheté le fichu bâtiment cash. Je ne l'ai même pas dit à Eli au début. Je suis juste entré dans l'agence immobilière, en chemise de flanelle délavée, j'ai signé l'acte de vente et j'ai fait cligner des yeux la réceptionniste. J'ai loué les étages supérieurs à sa start-up pour une somme dérisoire. J'ai gardé mon bureau au rez-de-chaussée caché derrière un faux placard à fourniture. J'avais toujours un porte-serpillière devant la porte juste pour la forme. Parce que voici le secret qu'on ne vous apprend jamais en école de commerce. Le pouvoir est silencieux. Il ne crie pas. Il n'organise pas de dîner. Il attend, écoute, prend son temps. Plus je montais, plus je devenais invisible et j'adorais ça. Tout a commencé par une publication sur LinkedIn. Valérie faisait défiler son iPad fissuré d'occasion à l'écran lent et maculé d'empreintes digitales et de ressentiments. Elle ne me cherchait pas directement. Elle s'était depuis longtemps convaincue que j'étais parti pour de bon. Mort peut-être, ou pire. Vivant en marge, avec une instructrice de yoga qui portait des bagues d'orteils et l'appelait Tommy. Mais ce jour-là, elle ne cherchait pas Thomas Fairchild.
Elle parcourait avec haine le profil d'une femme de son lycée qui avait épousé un dentiste et venait de publier un message sur leur 5e bien locatif. L'envie était devenue son seul passe-temps. C'est là que l'algorithme a frappé. Un article de presse de l'industrie est apparu dans son fil d'actualité. Quelque chose sur une optimisation logistique révolutionnaire et son conseiller discret, c'est qui a aidé une start-up inconnue à dépasser le modèle régional d'Amazon. Le titre ne lui disait rien, mais la photo c'était différent. Au début, elle ne l'a pas reconnu. L'homme sur la photo portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que son paiement d'hypothèque. Pas l'éclat de l'argent frais, mais le silence de l'argent ancien, pochette bouton de manchette, une posture de pierre. Sa mâchoire semblait plus nette, comme si la vie lui avait poncé chaque bord doux. Cheveux poivre et cils pas coiffés, juste imposants. Mais ses yeux étaient les mêmes qu'il avait fixés la nuit où elle avait murmuré « Détends-toi, c'est juste une blague ». Son estomac s'est noué. Quelque chose de primal a saisi sa colonne vertébrale et l'a tordue. Elle a zoomé. Aucun nom n'était mentionné. L'article ne le désignait que comme « le partenaire silencieux ». Mais il était là debout, à côté d'un PDG, de la tech, les mains dans les poches, un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il semblait plus grand d'une manière ou d'une autre, plus grand que nature. Elle a plissé les yeux sur la légende. Thomas H. Son souffle s'est coupé. Pas Fairchild, pas l'homme qu'elle avait ridiculisé avec des caleçons humoristiques et des transitions de diapositives. « Alden !» a-t-elle crié. Fort. Si fort que le chien du voisin a aboyé et que quelqu'un à l'étage a frappé au sol. Elle n'a rien entendu de tout ça. Elle était figée, les pupilles tremblantes, les doigts tremblants. Elle a cliqué sur l'article de manière obsessionnelle, scannant chaque citation. Il n'était plus mentionné. Pas de citation directe, pas d'interview, juste des murmures. Opère dans l'anonymat vétéran de l'industrie expert en logistique solitaire. Elle a cherché le nom de la start-up sur Google. Rien de concret. Il s'était efforcé de garder son nom hors des registres, mais maintenant, elle savait que c'était lui. Elle a couru à sa chambre et a arraché le placard, cherchant le vieil album de mariage. Les pages ont craqué pendant qu'elle les tournait. Là, une photo de lui en smoking, de location, souriant nerveusement. Pas l'homme de l'article, même pas proche, mais les os étaient les mêmes, la forme, l'inclinaison de la mâchoire, les yeux. Elle s'est assise par terre haletante, ruinée seule, s'accrochant encore à une maison qu'elle ne pouvait pas refinancer, avec un toit qui fuyait à chaque pluie et une boîte aux lettres pleine d'avis de retard de paiement. Ses sœurs lui parlaient à peine maintenant. Megan avait déménagé à Tampa avec un homme de la moitié de son âge et Claire traversait son propre divorce. Et lui, l'homme qu'elle avait réduit à une blague, se tenait en costume sur mesure à côté d'une entreprise de 20 millions de dollars, effaçant nonchalamment son propre passé. Elle a pris son téléphone et a commencé à taper son nom dans toutes les bases de données qu'elle pouvait trouver. Thomas Alden. Pas de profil, pas de photo, pas de coordonnées. Mais la rage s'était ravivée. Non pas parce qu'il était vivant, non pas parce qu'il réussissait, mais parce qu'il l'avait fait sans elle. Pire, il l'avait fait à cause d'elle. Elle ne s'est pas donné la peine d'appeler avant. Valérie a emprunté la voiture de son voisin, une Kia argentée, cabossée avec un tableau de bord qui clignotait comme un sapin de Noël mourant et a conduit 3 heures d'affilée avec rien d'autre qu'une capture d'écran et un battement de tambour maladif et obsessionnel qui résonnait dans son crâne. Elle portait un blazer noir qui ne lui allait plus bien depuis 2015 et des talons qui claquaient trop fort sur le trottoir. Dans son sac à main, un miroir de poche à moitié vide, un chewing-gum et 3 photos de mariage froissées, comme si c'étaient des lettres de créance. Le bâtiment était de verre et d'acier, lignes épurées, angle froid, moderne, mais discret, comme une richesse qui n'a pas besoin de se faire remarquer. Le genre d'endroit sans nom sur la porte, juste des panneaux dépolis et un logo gravé en chrome brossé. Elle s'est précipitée vers l'entrée comme quelqu'un qui croyait encore avoir un certain rang. Une femme qui organisait des dîners et pensait que les gens restaient parce qu'elle leur plaisait et non parce qu'ils craignaient ce qu'elle dirait à leur départ. Le garde de sécurité à la porte était poli. Poli comme le sont les hommes armés, paume ouverte, visage neutre, corps comme un mur. « Madame, avez-vous un rendez-vous ? » ?»« Je suis ici pour voir Thomas Fairchild. » Une pause. Le garde a tapoté quelque chose dans son oreillette. « Madame, il n'y a personne de ce nom dans le bâtiment. » Elle a ricané. « Ne faites pas l'idiot, je sais qu'il travaille ici. C'est lui qui est derrière cette entreprise. » Un autre tapotement. Une autre pause. « Madame, vous parlez de Monsieur Alden. » Elle a cligné des yeux. Ça l'a frappé comme une gifle. Pas Thomas. Monsieur Alden. C'est comme ça qu'on l'appelait maintenant. Pas un prénom, pas un mari, un titre. Oui, a-t-elle craché.
Monsieur Alden, je suis sa femme. Les sourcils du garde n'ont pas bougé. Avez-vous une pièce d'identité? Elle a fouillé, a ouvert son téléphone, a fait défiler photo après photo. Action de grâce anniversaire, visage souriant maintenant aigri par le contexte. Elle lui a tourné l'écran. C'est nous. Nous avons été mariés 12 ans, il n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je suis désolé, madame, il ne reçoit pas de visite impromptue. Je ne suis pas une visite impromptue, a-t-elle lancé. Je suis sa putain de femme. La réceptionniste à l'intérieur du hall vitré s'est levée de son bureau. Jeune posée en tenue d'affaires parfaitement taillée, les lèvres serrées en un nœud poli. Valérie a tourné sa colère contre elle, s'est approchée de la vitre et a tapoté fort avec son doigt. Il me connaît, je ne suis pas une ex-folle. Nous avons construit une vie ensemble. Dites-lui que Valérie est là. Dites-lui que je veux clore ce chapitre. La réceptionniste s'est légèrement penchée sur le côté, parlant dans un téléphone, a hoché la tête, a écouté, puis s'est levée. Elle s'est approchée de la porte et l'a ouverte juste assez pour se pencher. Il sait que vous êtes là, mademoiselle S. Elle a fait une pause, la voix comme de l'eau glacée. Anciennement, Fairchild. La bouche de Valérie a tressailli. Il a dit qu'il n'est pas disponible, a poursuivi la réceptionniste. Et si vous souhaitez lui envoyer une communication, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de son avocat. Avocat, a sifflé Valérie. Vous êtes sérieux? Les yeux de la réceptionniste se sont posés sur les photos dans la main de Valérie. Vous devriez savoir, a-t-elle dit lentement, qu'il ne se fait plus appeler Thomas. La poitrine de Valérie s'est serrée. Quoi? Il se fait appeler Monsieur Alden. Et sur ce, la porte s'est refermée en claquant. Valérie est restée dehors, serrant son téléphone comme une arme, son visage reflété dans la vitre miroir pluvieux, fissuré, insignifiant. Derrière elle, la réceptionniste s'est retournée et a disparu dans un couloir de marbre poli et de lumière tamisée, ses talons chuchotant sur une moquette trop chère pour exister dans le monde de Valérie. Elle a attendu encore 47 minutes sur le trottoir. Il n'est jamais descendu. 3 semaines plus tard, juste au moment où son obsession commençait à se transformer en honte, une enveloppe lourde est arrivée. Papier crème-seau, de cire-lettres dorées, en relief qui scintillait, comme pour se moquer d'elle. Pas d'adresse de retour, juste son nom. Valérie S. Anciennement mariée à T. Alden. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule carte pliée. Vous êtes cordialement invité au gala des actionnaires de Alden Logistics, une soirée de réflexion de gratitude et d'héritage. Tenue de soirée. Participation sur invitation uniquement. Invité Valérie S. Lieu, le club Belfort. 19h. RSVP non requis. Elle l'a lu 5 fois, puis à nouveau à voix haute. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une blague, c'était un appât. Valérie est restée assise figée sur son canapé pendant une bonne heure. L'invitation sur ses genoux. De vieilles photos de mariage étalées autour d'elle comme des preuves sur une scène de crime. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis des années. Ne l'avait pas vu bouger depuis le jour où il avait plié sa serviette et avait disparu. Maintenant, il la voulait là. Pourquoi? Elle s'est posé cette question tous les jours pendant les 2 semaines suivantes. Elle a appelé Megan qui est venue de Tampa et a apporté une robe qui ne lui allait pas et des opinions qui n'aidèrent pas. Peut-être qu'il veut tourner la page, a suggéré Megan sirotant du vin dans un gobelet en papier. Ou peut-être qu'il veut se venger, a chuchoté Claire au haut-parleur. Valérie a ri un rire fragile et forcé. La vengeance. Pourquoi? Nous n'avons rien fait. Même Megan a cligné des yeux à cette affirmation. Elles sont toutes venues le soir du gala, mais seule Valérie est entrée. Elle a emprunté des talons à une voisine. Il lui serrait tellement les orteils qu'elle a boité en passant devant le voiturier. Sa robe était d'un grenat profond, démodé, mais passable, les cheveux raides de laque, le rouge à lèvres légèrement de travers. Elle n'arrêtait pas de le retoucher avec un mouchoir, comme si le maquillage pouvait la maintenir entière. Le club Belfort était une cathédrale de verre pour les riches. Des lustres de cristal se balançaient au-dessus d'un sol de pierre polie. Un personnel en uniforme se glissait entre les invités avec des plateaux de champagne et de canapés qui ressemblaient à de l'origami comestible. L'air vibrait d'argent et d'ambition. Elle se tenait dans le foyer, entourée d'hommes en smoking et de femmes en robe qui bruissaient à chacun de leurs mouvements. Personne ne la regardait. Personne ne la reconnaissait. Pas jusqu'à ce que la réceptionniste s'approche tablette à la main. « Non !» Elle s'est éclaircie la gorge. « Valérie S. » Les yeux de la femme ont balayé la tablette. « Vous êtes rien sur la liste. Monsieur Alden vous a réservé une table. »
Valérie a essayé de ne pas tressaillir au nom. Monsieur Alden, pas Thomas. Pas Tommy, ni chéri, ni bébé, ni aucun des milliers de riens désinvoltes qu'elle avait utilisés pour l'écraser au fil des ans. Elle est entrée dans la salle de bal. C'était vaste hors ivoire, l'élégance poussée à son paroxysme. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de lent et de coûteux. Des serveurs offrirent des boissons avec des mains gantées, discrètes. Et il était là, de l'autre côté de la salle, debout, sous une immense arche de verre et d'acier encadrée, comme dans la scène finale d'un film. Il portait un costume noir, des lignes épurées, pas de cravate, juste cette même immobilité, ce même calme parlant à quelqu'un avec un verre de whisky à la main, son sourire, un faible écho, n'atteignant jamais les yeux. Elle s'est figée. Il ne l'avait pas encore vue. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il la voyait toujours avant qu'elle ne le voie. Elle a pris une respiration courte et vive. Megan et Claire ont envoyé un texto depuis le parking. Ça va. Elle n'a pas répondu car pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas. Et puis, il s'est tourné la vue sans surprise, sans sourire, juste un signe de tête, une reconnaissance. Un maître d'échecs touchant une pièce qu'il savait déjà qu'il sacrifierait. Elle s'est avancée vers lui, comme si elle marchait au milieu de la circulation. Lente, désorientée, chaque nerf incertain, s'il devait combattre ou fuir. La salle de bal a semblé basculer alors qu'elle la traversait. Les visages se tournant, les regards se croisant certains, assez polis pour détourner les yeux. Il était seul maintenant, faisant tourner le fond de son whisky. Pas d'entourage, pas de potiche, juste de la présence. Le genre de calme qui met mal à l'aise les gens puissants. « Thomas !» dit-elle, la voix tendue douce. Il ne tressaillit pas, se tourna juste légèrement, lui lança un regard avec tout le poids d'un marteau tombé dans un puits. « C'est Halden !» dit-il. Elle faillit rire, mais ça lui resta coincé dans la gorge. « C'est vrai, bien sûr. Je devais demander, je devais savoir. » « Comment as-tu fait tout ça ?» Elle fit un geste des deux mains. Non pas vers les lustres ou les smokings ou l'orchestre parfait jouant du Bach, mais vers lui, l'homme qu'il était devenu. Plus âgé, oui, mais sculpté, concentré, comme si toute la douleur qu'il portait avait été fondue et reforgée en quelque chose de tranchant. « Je veux dire, » balbutia-t-elle, « après le dîner, la blague, les conséquences, tout, comment as-tu transformé ça en ça ?» Elle ne souriait plus maintenant. Pas de sarcasme, pas de suffisance, juste les premiers scintillements de quelque chose de dangereusement proche de l'admiration. Et peut-être du regret. Il la regardait pendant un long moment. Pas cruellement, pas tendrement, juste précisément. « Tu m'as offert la liberté », dit-il, la voix égale comme s'il l'avait répété pendant des années. Elle cligna des yeux. « Quoi ? Tu penses que tu m'as brisé cette nuit-là. La vérité, c'est que tu m'as rendu service. Tu as brûlé la dernière chose qui me retenait, le besoin d'être aimé, le désir d'être considéré comme bon. » Elle recula légèrement, la poitrine se soulevant. « Ce n'était pas moi, c'était une blague, mes sœurs. Tu me l'as chuchoté à l'oreille. Détends-toi, Thomas. Tu voulais que ça marche. Tu voulais que la salle rie. Tu pensais que c'était toi qui tenais le micro. » Il fit une pause. « Il s'avère que tu ne faisais qu'enregistrer. » Elle déglutit difficilement. Ses mains se crispèrent, l'une contre l'autre devant sa taille, les doigts s'agitant comme s'ils essayèrent de se libérer. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin, » murmura-t-elle. Il sourit. Mais ce n'était pas de la chaleur, c'était une conclusion. C'est ça le truc avec l'échec public. Quand il arrive assez fort et assez nettement, il dépouille de tout le reste. Les gens arrêtent d'attendre que tu joues un rôle. Tu deviens silencieux. Tu te concentres. Tu disparais. Sa voix baissa assez pour qu'elle seule puisse l'entendre. Et c'est là que le vrai travail commence. Les larmes montèrent à ses yeux soudaines et déroutantes. « Tu étais mon mari. Je n'ai jamais. Tu n'as jamais imaginé que je partirais sans avoir besoin que tu le vois. Que je disparaîtrais sans faire de scène. Pas de crise de colère, pas de message vocal, juste parti. C'est ça qui t'a fait peur, Valérie. » Il se pencha. L'échec public est un carburant silencieux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent un petit hoquet comme un oiseau piégé au fond de sa gorge. Il se redressa, regarda par-delà elle de retour à la fête, les verres qui teintent les rires qui résonnent de gens qui le traitèrent maintenant comme un fantôme qu'ils prièrent de hanter, avec eux, pas contre eux. Le mascara de Valérie avait commencé à craquer. Elle ne suppliait pas encore avec des mots, mais ses yeux s'étaient déjà mis à genoux. Sa main s'élança désespérée, les doigts s'agrippant à sa manche comme à une bouée de sauvetage déjà coupée. « S'il te plaît » suffoqua-t-elle, le mascara coulant sur ses joues, la voix fine comme du papier mouillé. « Qu'est-ce qui t'a fait revenir ?» Il s'arrêta à mi-chemin. Ne se retourna pas complètement, juste assez pour qu'elle voie le côté de son visage, le dessin de sa mâchoire, l'immobilité derrière ses yeux.
Puis vinrent 2 mots. Sans chaleur, sans fierté, juste de la précision. Je te remercie. Et puis, il passa devant elle, devant les photos qu'elle avait autrefois utilisées comme des armes, devant la femme qui avait un jour écrit sa nécrologie en transition PowerPoint dans la salle de bal dans Le Monde. Alors que les applaudissements éclatèrent derrière les hautes portes vitrées, c'était comme si l'air lui-même avait choisi son camp. Elle resta figée une seconde, puis s'effondra à genoux devant l'entrée, les talons se brisant contre le trottoir, les bras enroulés autour d'elle, comme si quelque chose de vital venait de lui être arraché. Le voiturier ne s'est pas approché. Personne ne l'a fait. Elle ne faisait plus partie de la liste des invités, elle ne faisait plus partie de son histoire. Elle était la dernière note de bas de page d'une vie qui s'était réécrite sans lui demander la permission. Tu sais, parfois, la vengeance la plus brutale n'est pas dramatique ou bruyante. C'est la paix. C'est le silence froid et net de quelqu'un qui n'a plus besoin de ta permission pour avancer. Et peut-être que c'est là la vraie justice. Pas qu'il se soit relevé, mais qu'il n'ait pas eu à l'expliquer.